Et tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté des ETF, les dernières tendances, avec notre spécialiste, c'est Olivier Malteste. Olivier, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Chef économiste chez Yomoni. Tiens, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Yomoni? Je crois que l'année a été plutôt très correcte en 2024. Oui, on a communiqué sur nos résultats de 2024 et on a effectivement une forte collecte. On a 400 millions de collectes globalement sur l'année, donc ça porte nos encours à un peu plus d'1,5 milliard à la fin de l'année, avec un objectif d'arriver à 2 milliards sur 2026, donc avec un fort objectif en termes de collecte. Et ce qui est intéressant, je trouve, en termes de développement et en rapport avec les ETF, c'est que de nouveaux acteurs viennent nous voir pour qu'on puisse travailler avec eux, notamment les CGP et des family office. Et on a notamment communiqué sur un partenariat avec Erest, qui est quand même un multi-family office réputé, qui est venu nous voir pour arriver à implémenter des allocations d'ETF pour le compte de ses clients. Donc on est très fiers. Mais alors que se passe-t-il? Les grandes familles se désintéressent de la gestion active, on passe à la gestion passive? Je pense que globalement, les grandes familles sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elles sont un peu déçues par les performances globalement de la gestion active par rapport à la gestion indicielle, et donc viennent aussi rechercher des allocations simples, des choses simples, basées sur les ETF. Donc on est très content d'accompagner Erest et évidemment d'autres et des CGP qui se rapprochent de plus en plus aussi des ETF. Donc c'est intéressant. On le voit. Voilà, vous proposez des profils clés en main. Tout à fait, on fait des profils et avec les multi-family office, on fait vraiment des choses dédiées en fonction des envies des clients en termes de thématiques ou en termes d'approche corps satellite par exemple. Donc on est très content de ce développement et on pense que ça va continuer et ça va avec ce qu'on appelle la vague ETF, qui est loin d'être une mode parce que ça fait quand même année après année ça se construit et on va le voir ensemble, là, ça continue très très bien. C'est la vague qui n'en finit plus de grossir. On s'intéresse tout de suite avec vous Olivier justement au flux. Collecte record en 2024 et ça continue pour ce premier mois de l'année. Tout à fait. En 2024, on avait collecté quand même 254 milliards d'euros sur le marché européen globalement en son ensemble. Et là, sur le mois de janvier, c'est une collecte de 32 milliards 7. Et donc, on a battu le précédent record qui était celui de décembre, qui était à 32 milliards environ. Donc, 32 milliards 7 pour ce mois de janvier. Donc, le mois de janvier est souvent très très bon sur les ETF, mais là, on continue à faire mieux que le mois de décembre. Ouais, il y a un effet mécanique où qu'est-ce qui se passe? Peut-être les conseillers en gestion de patrimoine revoient un peu l'allocation de leurs clients, se disent on bascule, c'est le moment de peut-être rebalancer le portefeuille, comme on dit. Oui, certainement. Et puis il y a aussi l'idée, nous on le voit aussi en termes de collecte, chaque mois de janvier est plutôt bon. Je pense qu'il y a aussi l'idée de la fin d'année où on discute aussi en famille sur ces allocations et je pense qu'on repart aussi en début d'année avec des bonnes intentions en se disant on va épargner, on va investir. Donc le mois de janvier est souvent bon, mais là c'est vrai que c'est un mois record du coup sur les ETF. Ouais, si on zoome justement sur les classes d'actifs, on voit que toutes les classes d'actifs sont en collecte positive. Donc actions évidemment, et c'est ce qui draine le plus de flux, avec un peu plus de 24 milliards de collecte sur le mois de janvier. Obligations, donc un peu plus faible, 3 milliards 5. Pour avoir un ordre d'idée sur l'ensemble, sur la moyenne en 2024 par mois, c'était 4,4 milliards. Donc on est un petit peu en dessous sur les obligations en ce début d'année. Et les matières premières collectent, ce qui est pas le cas souvent, avec 2 milliards 8. Et sur les matières premières, l'or collecte de 3 milliards, ce qui est rare sur les ETF. En fait, on le voit, l'or fait de très très bonnes performances depuis des années. Et on sait que les banques centrales ont tendance à acheter de l'or globalement. Mais au niveau des ETF, c'est plutôt des matières premières qui sont en décollecte. Et là, ce mois-ci, une collecte de 3 milliards. Le pétrole décollecte un petit peu, quelques centaines de millions d'euros. Mais on est à 2 milliards 8 pratiquement de collecte sur les matières premières. Oui. Sur les actions, si on zoome, sur quoi on s'est concentré? Alors, comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, sur les grosses capitalisations mondiales et américaines, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour sur la zone euro et les actions européennes. Donc on l'a vu en termes de performance sur le mois de janvier, mais aussi en termes de collecte sur les ETF. Et le secteur de la tech aussi a continué à collecter, malgré le petit moment de chahut qu'on a eu avec DeepSeek, évidemment, mais ça a continué globalement à collecter sur le mois. Donc ça, c'est sur les éléments de collecte. Ouais, c'est intéressant, puisqu'on se souvient que de cette journée noire pour l'IA ou le marché, avec 1000 milliards de dollars de capitalisation qui sont partis en fumée. Évidemment, les ETF s'ajustent, mais on voit qu'après quelques jours, ça s'est rétabli. Il faudra sur le long terme, effectivement, tout à fait, globalement, c'est pas un coup d'arrêt. La collecte reste positive. Et puis, si on regarde vraiment DeepSeek, on a vu la différence entre Nvidia, évidemment, qui a une performance négative, mais des acteurs comme Apple qui en ont profité, puisque ça permettait de donner une concurrence potentiellement moins chère que ce qu'on voyait aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc, globalement, c'est pareil, sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, il faut regarder précisément. Tout ne sera pas forcément perdant si la concurrence augmente. Ouais, alors, il y a les souscriptions, et puis il y a aussi
les rachats. Exactement. Donc en termes de rachats, ce qu'on a vu essentiellement, c'est plutôt sur les secteurs, donc sur l'énergie qui a décollecté, la consommation aussi a décollecté, l'immobilier aussi, avec dans un contexte de taux qui avait plutôt tendance aussi à monter. Ça, c'est relativement logique. Et en termes géographiques, alors les moyennes capitalisations britanniques, donc là c'est vraiment très, très précis, et les nordiques aussi. Sur le thème nordique, c'est les zones qu'on décollecté globalement. Et ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, c'est que par rapport aux collectes, les secteurs qui ont décollecté ont beaucoup moins décollecté que ce qui a collecté. Hein. C'est vraiment un mouvement plutôt d'investissement globalement sur les actions. Oui, plutôt réajustement. Côté obligations, on regarde quoi? Plutôt les souverains? On regarde plutôt les souverains. On regarde plutôt les souverains en termes de collecte positive, à la fois en euros et en dollars, globalement, avec du court terme aussi en dollars, essentiellement. Donc pour jouer un peu ces mouvements de taux. Et on a toujours, alors ça on le voit, ça fait depuis que iShares a recréé, a importé ça en Europe, on voit aussi une forte collecte toujours sur les ETF à échéance, donc qui viennent répliquer tous les fonds à échéance. Et donc avec cette idée de pouvoir collecter des taux sur des niveaux encore relativement élevés, dans l'hypothèse où ces taux baisseraient. Donc ça c'est vraiment en termes de collecte. En termes de décollecte, en revanche, c'est plutôt l'obligataire d'entreprise qui a décollecté. Et le high yield européen aussi. Et on a aussi sur le souverain du très court terme euro aussi qui a légèrement décollecté. Un point de méthodologie, Olivier, qu'on continue, c'est comment on fait pour avoir tous ces chiffres, vous les collectez, vous allez voir tous les on les collecte, on utilise des bases de données. On travaille nous aussi avec Morningstar qui publie, qui est une base de données relativement importante. Donc ça c'est vraiment pour avoir les premières données. Et ensuite on est au contact évidemment avec tous les émetteurs. Et donc on vérifie aussi les chiffres et on discute pour voir avoir un peu les flux qu'ils ont. Donc c'est vraiment à la fois de la recherche sur les bases de données et puis des discussions avec les différents émetteurs d'ETF. Tiens, justement, il y a un secteur qui n'a pas le vent en poupe, qui souffre depuis un an, c'est tout ce qui est ESG. Oui. Encore pire peut-être avec l'arrivée de Trump, ça reste très faible. Ça reste très très faible. Donc le ESG, c'est vraiment l'année 2022 et le choc énergétique qui a vraiment porté la décollecte en raison notamment de la sous-performance globalement qu'on a pu observer depuis 2022 sur le ESG. Donc sur les actions, c'est encore très très faible. On a 8,6% seulement des flux actions qui ont été vers des ETF en lien avec le ESG. Ça c'est le premier point. Côté obligataire, c'est un peu plus fort. On est à 48% des flux qui ont été vers le ESG. Mais on a vraiment quelque chose de relativement faible. Il faut avoir en tête que les parts de marché étaient plutôt à 22-23% il y a encore peu de temps. Et on voit que ça décollecte globalement sur l'ESG, que les parts de marché diminuent sur les ETF via l'ESG. On s'intéresse maintenant avec vous aux émetteurs. Oui. Alors sans surprise, plus on est gros, plus on collecte. Exactement. Alors c'est sans surprise. Donc si on regarde globalement, parce qu'on regarde aussi spécifiquement sur l'ESG où là ça bouge un peu plus et ça permet d'avoir un peu des choses un peu nouvelles à dire. Mais quand on regarde les quatre premiers en termes de collecte, c'est exactement la même chose que par rapport aux parts de marché. C'est le podium. Donc on a à la fois d'abord BlackRock, Amundi, DWS ensuite et Vanguard. Donc ça sur les quatre premiers il n'y a pas de changement. Au niveau du cinquième par contre, on a State Street qui fait un très très bon mois de janvier puisqu'ils arrivent à prendre la place du UBS, ça c'est sur les collectes. Par contre, ce qu'on observe, c'est que BlackRock, par exemple, continue à moins collecter ses parts de marché, donc a tendance à baisser un petit peu en parts de marché. C'est vrai qu'ils ont plus de 40% de parts de marché, donc c'est énorme. Et donc là, ils collectent un tout petit peu moins. Ils sont à 37% de la collecte, donc on voit qu'ils grignotent un petit peu, qu'ils perdent un petit peu de parts de marché mois après mois, même s'il reste évidemment, on voit la taille très importante de ce que représente iShares globalement sur les ETF en Europe. Amundi fait un bon mois puisqu'ils collectent un peu plus que leur part de marché. Et DWS est très très fort. Ils ont fait une année exceptionnelle DWS l'année dernière, puisque parmi les gros, ce qu'on voit sur une année entière sur 2024, c'est que les gros ont plutôt tendance à perdre un petit peu de part de marché au profit des nombreux acteurs qu'il y a et qui cherchent vraiment à se différencier. C'est un marché extrêmement concurrentiel. J'ai une question, c'est concernant Amundi, notre acteur national de référence. Est-ce qu'on a tendance, quand on est Yomoni, à le privilégier? Est-ce qu'on joue chauvin ou est-ce qu'on regarde vraiment la tracking error? On regarde vraiment la qualité de la réplication. C'est vraiment ce qu'on regarde de manière le plus importante. Après, l'avantage aussi d'Amundi, c'est qu'ils sont relativement importants aussi en termes ESG. Et donc, nous, on a les deux. On propose les deux, des profils plutôt classiques et des profils ESG. Et Amundi, notamment, est assez en pointe au niveau de l'ESG. Mais non, on ne fait pas de privilégié. On ne privilégie pas du tout un acteur par rapport à un autre. On regarde vraiment la qualité de la réplication. Et on regarde chaque mois, on essaye de sélectionner les meilleurs ETF en fonction, comme
comme vous l'avez dit, la qualité de la réplication et donc la tracking error, la tracking difference, c'est les éléments qu'on regarde, sans chauvinisme, aucun. D'accord, bon, très bien, vous avez répondu. Les flux ESG, on en a parlé un petit peu, donc c'est un petit peu moins bien. Sur les émetteurs, par contre, ce qui est intéressant sur les émetteurs ESG à avoir en tête, c'est que souvent JP Morgan arrive premier en termes de collecte sur les mois. Ils sont très très forts en termes de collecte ESG extra-financier. Pas ce mois-ci. Et pas ce mois-ci, c'est BlackRock qui lui a plutôt tendance à être un petit peu en dessous. Ce mois-ci, c'est BlackRock premier avec 3,3 milliards de collecte spécifiquement en ESG. Le deuxième est Amundi avec 700 millions d'euros. Donc on voit la différence entre le premier et le deuxième. Et donc ça, c'est un peu la surprise du mois puisque JP Morgan est en décollecte de 200 millions environ sur ces ETF extra-financiers. Ce qui est rare puisqu'en général, ils sont premiers en termes de collecte. Et puis on se penche aussi sur les lancements d'ETF, les nouveautés. Voilà. Alors les nouveautés, donc un mois assez actif avec un peu plus de 23 nouveaux produits lancés, 12 actions, 6 obligataires, 1 matière première, ce qui est relativement rare, les émissions d'ETF matière première. Et on en a 4 d'allocation. Alors ça c'est assez intéressant puisque Amundi a lancé 4 ETF Life Cycle. Donc j'ai essayé de les contacter, ils n'ont pas encore communiqué, donc ils ont lancé les produits mais ils n'ont pas encore marketé, ils n'ont pas fait encore les communiqués de presse dessus. Mais ils en ont lancé 4, donc on les a vus entre donc maturité 2030, 2033, 2036, 2039. Oui. Donc on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent, mais normalement le life cycle, vous savez, c'est des allocations actions et obligations, et qui au fur et à mesure on se rapproche de la maturité, ont tendance à désinvestir le côté action, typiquement pour faire des profils retraite, en disant plus on se rapproche de la date de maturité, moins on veut prendre de risques. Pour faire du portage jusqu'à échéance. Exactement, pour diminuer la quantité de risques au fur et à mesure où on veut récupérer son capital. Donc on va attendre de voir leur communication, mais c'est les nouvelles émissions côté Amundi, qui a été relativement actif ce mois-ci avec 7 émissions du coup sur les 23 émissions. Intéressant aussi iShares qui continue. Il y a vraiment toujours cette idée de dire est-ce que les indices sont trop concentrés, et iShares a émis plusieurs ETF, et donc là ce mois-ci c'est sur le Nasdaq, où donc ils partent du Nasdaq 100, ils émettent un ETF qui va s'investir uniquement sur les 30 plus grosses capitalisations du Nasdaq 100. Donc ça c'est pour les clients qui veulent aller sur les plus gros et profiter des tendances. Et inversement, ils sortent la même chose, mais avec les 70 autres actions. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui veulent jouer la dispersion globalement et l'élargissement du rallye. Ouais, comme il nous reste une minute, je voulais vous entendre justement sur, dans ce contexte, comment vous réagissez, parce que dans ce maquis des ETF, il faut bien choisir une stratégie. Oui, puis on fait des allocations. Donc nous, là, on est plutôt neutre action-obligation. On ne favorise pas particulièrement les actions par rapport aux obligations, étant donné les valorisations. Par contre, on n'est pas en défensif, parce qu'on pense que tout devrait continuer à bien se passer. Il n'y a pas de raison de passer défensif. On reste sur les expositions plutôt structurelles. On a gardé du coup de l'equally weighted sur le côté action américaine pour essayer de diversifier un peu par rapport aux valeurs technologiques. On est aussi toujours globalement sur les petites et moyennes entreprises américaines. On a introduit le secteur des finances pour essayer de bénéficier de la dérégulation et aussi de la pontification. Et sur le côté obligataire, on garde de l'investment grade, et par contre, on a fait une grosse nouveauté, c'est-à-dire qu'on était uniquement sur les obligations européennes. Et là, on diversifie maintenant sur les obligations dans le monde entier pour réduire le poids un petit peu de l'Europe dans des contextes de préoccupation peut-être de déficit important globalement, et de gestion de risque crédit au niveau des États. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ces tendances ETF pour ce mois de janvier, mois à nouveau record, et je pense que c'est bien parti maintenant que les gens ont envie d'investir. C'est vrai que c'est très pratique pour se positionner très rapidement. Merci Olivier Malteste, Yomoni, chef économiste. Cette édition de Smart pour tous touche à sa fin. On se retrouve dès lundi 20h30 pour un nouveau numéro. Très bonne soirée à tous.